Moi, je suis Cédric Cadet, je suis chef de projet GEMAPI à Valence Romain Aglo. Et du coup, je travaille vraiment plus sur le volet GEMA, donc restauration de cours d'eau, zones humides, corridors écologiques. Du coup, ici, on se situe sur l'Avéor, juste en dessous de la confluence Lierne-Véor et sur une zone de Piémont. Donc, en amont, on va avoir les contreforts du Vercors, où on a des cours d'eau qui sont plutôt préservés, où on intervient peu. En aval de Chabeuil, on va avoir plutôt des cours d'eau très abîmés, où on a des gros programmes de restauration. Et on a toute cette zone un peu intermédiaire de Piémont, où on a des cours d'eau qui ne sont pas vraiment en bon état écologique, mais qui ne sont pas vraiment dégradés, mais pourtant qui sont altérés, et notamment par une incision importante. Donc il y a plusieurs facteurs et causes de l'incision. Donc, pourquoi on a choisi ce site? Alors, tout d'abord, la genèse un peu du projet, hein, c'est une rencontre avec Baptiste sur la ferme du Grand Laval. Baptiste revenait des États-Unis où il a été initié un peu à la technique Castor. On a discuté sur la ferme du Grand Laval. On a testé des petites choses sur la ferme du Grand Laval. Et puis, rapidement, on s'est dit il faut le tester sur un cours d'eau digne de ce nom, entre guillemets, qui pulse un peu. Et on a choisi un peu ce site. En discussion, principalement parce que cours d'eau incisé, donc il y avait vraiment une problématique, déconnexion un peu des premières terrasses qui sont restées naturelles, et c'est ça qui était super important, c'est qu'on savait qu'avec nos aménagements, on n'allait pas créer du conflit avec les secondes terrasses plus hautes et agricoles. Donc là, vous verrez, on a vraiment un hydrosystème à reconquérir, à recapturer, et du coup, voilà pourquoi on a choisi ce site. Donc, on a commencé sur la Lierne, on a eu 3 interventions, 2 en 2023, printemps, automne et une en 2024 dans le cadre de la formation. Et on a à peu près aujourd'hui 1 km de cours d'eau sous effet des aménagements continus entre Lierne et Véor pour une quinzaine de structures environ. Voilà, Baptiste, si tu veux... Moi, je peux dire 2 mots ici. De quoi on parle ici vraiment dans l'approche qu'on défend, c'est une approche de restauration des cours d'eau qui a été théorisée aux États-Unis. Le terme anglais c'est LTPBR, Low Tech Process Based Restoration. Nous, donc la traduction littérale, restauration low tech fondée sur les processus inspirés du castor. C'est beaucoup l'équipe de Joe Wheaton, Nick Bouves qui travaille là-dessus. Ça a été à l'origine théorisé par Matthias Kondolf à Stanford. Il y a pas mal de projets portés dans cette approche aux États-Unis. Nous, on appelle ça régénération low-tech. C'est important de se souvenir que c'est pas que l'ouvrage, le type d'ouvrage inspiré du castor qui est l'objet de notre technique. On n'est pas une entreprise du BTP qui s'inspire du castor. C'est une approche générale de régénération des cours d'eau, qui va utiliser une série de techniques de construction et de lecture de sites, dans lesquelles il y en a une qui est la plus spectaculaire, qui est l'ouvrage Castor, mais c'est pas du tout la seule qu'on fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine de cette approche, il y a un double constat. Il y a le constat de l'intensité et la systématicité de la dégradation des cours d'eau, du coût carbone et économique de la restauration qui est absolument inaccessible pour les sociétés modernes. Et cette idée, cette découverte que les processus de la rivière sont capables de faire le travail de sa propre régénération si jamais on leur donne un coup de pouce en réactivant des forces qui étaient là sur les cours d'eau pendant des millions d'années et que la gestion moderne a systématiquement éradiqué. Et donc, il faut bien comprendre qu'on est dans une approche qui pense le problème, c'est une analogie qui est très importante dans le travail de Joe Wheaton, l'un des fondateurs, en termes de diagnostic de maladie. C'est-à-dire, on ne fait pas ça pour le plaisir, on ne fait pas ça n'importe où. On fait ça quand on arrive à diagnostiquer des maladies réelles de la rivière. Et ça permet aussi d'être fin et de ne pas travailler gratuitement, de ne pas impacter le milieu quand il n'y a pas de bonne raison de le faire. Il y a beaucoup de... La question de la maladie de la rivière, c'est un concept c'est une analogie qui est omniprésente dans la littérature de la restauration depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de maladies potentielles. On pense classiquement aux pollutions, par exemple. Nous, on travaille vraiment spécifiquement sur des maladies particulières. Et ici, on les voit bien. C'est pour ça que j'aime bien m'arrêter là quand on parle de ce site. Les 3 maladies sur lesquelles on travaille en régénération low-tech, c'est l'incision. Donc ce processus par lequel la rivière plonge très en dessous des terrasses alluviales, très en dessous des berges.
Cédric l'a évoqué, il y a toute une série de causes qui sont essentiellement liées à la gestion moderne. Bien évidemment, il y a le prélèvement de granulats qui a permis de construire la civilisation. Mais il y a aussi une logique constante de corsetage de la rivière dans son limineur pour occuper la terre à des fins agricoles ou urbaines. Et donc ça donne des rivières qui, à débit égal ou à force érosive égale, sont corsetées dans un limineur. Elles ne peuvent plus aller manger du sédiment latéralement ou s'étaler. Conséquemment, elles vont déployer leur force érosive verticalement sur le matelas alluvial, elles vont se creuser, elles vont plonger. Et ça va générer ces effets d'incision. Ici, vous voyez ces caractéristiques. Donc, si on demande à quelqu'un ici où est la rivière, il dira elle est là. Ou qu'est-ce que la rivière? Là, c'est ça. En fait, la rivière, historiquement, c'est ça. Là, on est dans la rivière. L'I moyen, l'I majeur, modulo les référentiels historiques. L'incision, ça génère des problèmes qui sont très caractéristiques et qui a à voir avec la deuxième maladie sur laquelle on travaille, qui est la déconnexion de la terre et de l'eau, déconnexion de la rivière et de la plaine alluviale. Pourquoi est-ce qu'elle est déconnectée? Elle est déconnectée à deux niveaux. D'abord, en plongeant, elle fait plonger la nappe d'accompagnement qui passe très en dessous dans le sol, et conséquemment, elle déconnecte tout le système végétal et son système racinaire de la nappe d'accompagnement. Vous allez voir, c'est vraiment caractéristique. Sur nos sites, on a des ripisylves partout, collés à la rivière, qui ne sont pas des ripisylves. C'est du bois, c'est pas du bois blanc, c'est du bois dur, c'est du bois xérophile, c'est du bois de forêt non humide, quoi. Et le deuxième élément de cette déconnexion, c'est que au cru, même au cru intense, on a pris une crue Q2 biennale là, le 16 mai, eh bien le cours d'eau ne peut pas réexplorer des portions de la plaine alluviale, il ne peut pas remettre du sol, il ne peut pas réactiver toute une série de dynamiques qui faisaient ce tampon d'eau, ce manchon d'eau qui est caractéristique d'une rivière en santé depuis 400 millions d'années. Une rivière, c'est pas un limineur, c'est un flux qui va maintenir gorgé d'eau un manchon de milieu, ça va être des prairies, ça va être des forêts, ça va être des mares, ça va être des marécages. Et nous, c'est systématiquement des milieux qui sont souvent dans des fonds de vallée. C'est des milieux qui sont très fertiles, donc c'est des milieux qui sont courants. Donc comme ils sont courants, on a mis les routes, comme ils sont fertiles, on a mis notre agriculture, et comme ils sont en fond de vallée, on a mis la civilisation. Et donc déconnexion, déconnexion au XXe siècle, on a estimé que c'était un problème, on va dire, que c'était pas un problème, que c'était presque désirable. On a poussé l'eau corsetée et puis on s'est dit, on va aller mettre nos pompes à pétrole au fond des nappes et puis on va remonter l'eau. Donc on l'a fait plonger, on la perd. Puis ensuite, on l'a fait remonter à la pompe à pétrole. Au XXe siècle, on a pensé que ça faisait sens. Et puis arrive le changement climatique. Et là, on a toute une série d'hydrologues qui disent, en fait, les sécheresses météorologiques du changement climatique. Alors aujourd'hui, j'ai l'air fin en parlant de sécheresse parce qu'avec le printemps pluvieux qu'on s'est pris, c'est pas très crédible. Mais vous savez qu'il faut penser à des échelles de temps qui sont très différentes. Les sécheresses météorologiques qui arrivent avec le changement climatique, elles viennent pas dans un environnement neutre. Elles viennent dans un environnement qui subit une sécheresse hydrologique structurelle généré par 200 ans d'aménagement moderne dans lequel on a systématiquement drainé le continent. Parce que quand vous faites ça, quand vous poussez la rivière là-dedans et que vous la laissez s'inciser, et donc vous générez des effets de drainage tels que toute la nappe d'accompagnement de l'aquifère, toute l'éponge qui est le sol est structurellement sèche. Et donc ça amène cette pensée américaine là autour des travaux d'Emily Fairfax et de toute une série d'éco-hydrologues à soutenir que en fait aujourd'hui il faudrait prendre la direction inverse. On a drainé, il faudrait conserver l'eau. On a accéléré les flux, il faudrait les ralentir. On a évacué l'eau, il faudrait lui permettre de courir de manière dynamique dans le système. Et là, la prise de conscience émerge, c'est que cette nouvelle direction pour l'eau, ce qu'ils appellent passer de l'ère du drainage à l'ère de la réhydratation, donc ralentir, stocker l'eau et l'infiltrer, et en fait, il y a quelqu'un qui le fait depuis 8 millions d'années, qui s'appelle un castor, et qui le fait gratuitement et qui le fait magnifiquement en activant des processus avec lesquels toute la vie des fonds de vallée a coévolué, donc ce qui permet de faire prospérer toutes ces espèces, toutes ces communautés caractéristiques des fonds de vallée. Et c'est donc là qu'ils se disent, finalement, on a quelqu'un qui peut travailler avec nous, ou on peut s'inspirer pour mimer ses effets et le faire revenir, et c'est le castor, et donc de là vient Régénération Low-Tech inspirée du castor. Et je dis un troisième mot sur la troisième maladie, caractéristiques sur lesquelles on travaille et sur lesquelles, à mon sens, on fait des choses vraiment intéressantes, c'est la simplification ou l'homogénéisation. Donc dans cette conception de la rivière, il y a l'idée que la rivière a une diversité de types de flux
qui sont corrélés à des substrats et puis à des profondeurs. Et en vérité, si vous connaissez un petit peu les milieux aquatiques, vous savez que ça, c'est la définition d'un habitat en milieu aquatique. Tout le monde dans un fond de vallée vit dans une vitesse. Il y a des formes de vie qui vivent dans des eaux très lentes, il y a des formes de vie qui vivent dans des eaux rapides, il y a des formes de vie qui vivent dans du rapide sur du substrat, sur de la fine, d'autres du rapide sur du bois. Bon. Et cette diversité de verbes d'action, en accélérant la rivière, on l'a complètement mutilée. Là, vous le voyez, ici la rivière, elle n'a qu'un seul verbe d'action, c'est elle accélère tout droit sur un substrat colmaté. Et en vérité, et ben là, il y a un énorme travail de guérison à faire qui est de lui restituer la diversité de ces types de flux, de ces verbes d'action. Par exemple, ralentir, faire des étangs, s'infiltrer, percoler, plonger dans la zone hyporéique, remonter dans la zone hyporéique. Et ça, à chaque fois, c'est des habitats. Et pour être honnête, c'est des habitats dont on ne sait pas toujours pour qui, mais on sait que ça en est parce que ça fait 8 millions d'années que ces types de flux sont là et que la vie s'y est ajustée nécessairement. Donc on fait une sorte d'hospitalité ouverte, un petit peu à l'aveugle, où on essaie de restituer la diversité du gîte et du couvert potentiel pour que la vie revienne dans des milieux qu'elle a perdus ici. Donc voilà, simplification, déconnexion, incision. Et nous, l'approche de régénération low-tech travaille sur ces 3 maladies. Et c'est ça qu'on va aller voir plus haut. Du coup, alors là, on s'est arrêté au niveau du dernier complexe, le complexe le plus en aval. Bon, il y a encore des petits aménagements. Un complexe qui a bougé finalement à la crue du 16 mai, qui a produit des effets assez spectaculaires et super intéressants. Pour autant, et c'est tout dans la dynamique de ces constructions mimetiques d'ouvrages Castor. On est revenu après la crue pour optimiser, corriger, entretenir les aménagements qu'on avait réalisés du coup au printemps. Ça, c'était au printemps dernier dans le cadre de la formation avec Kevin et Kate. Alors juste pour décrire très rapidement, vous voyez, au départ il y avait un premier ouvrage ici, Castor, toujours accompagné d'un secondaire. L'ouvrage principal sous l'effet de la crue s'est complètement ouvert. Beaucoup de bois qui constituaient l'ouvrage principal est venu se déposer sur le secondaire. Du coup, le secondaire s'est rehaussé. On s'est aperçu que finalement, le secondaire jouait le rôle du primaire. Et le rôle du primaire, au départ, c'était de renvoyer l'eau sur les terrasses alluviales. Le secondaire, lui, c'était plus pour consolider l'ouvrage primaire. Du coup, on a décidé de conserver l'ouvrage secondaire et de le transformer en ouvrage primaire, ce qui nous a amené à construire, du coup, un ouvrage tertiaire qui joue aujourd'hui le rôle du secondaire. Mathieu, je te passe la parole pour l'état des lieux et tout. Ouais, et puis après, on tourne. Sur la partie construction, pour mettre en place les ouvrages, vous avez mis combien de temps? Il faut combien de personnes pour mettre en place ce type d'installation? Une demi-journée. Une demi-journée à 6-10 personnes, on fait un ouvrage. Et alors, ouais, je reprends l'histoire et puis tu t'insères quand tu veux. Ouais. Je vous raconte, je reviens encore plus loin au début parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi on fait ça là. Et là, vous arrivez sur un site après transformation. Le sens de ça, c'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On explore la rivière à la recherche de chenaux secondaires fermés. On appelle ça des chenaux fantômes. Une sorte de paléochenaux relativement récents qui sont fermés, qui sont à sec et qui sont à sec depuis des décennies la plupart du temps parce que on a dans leur cours, on a des arbres xérophiles qui ont 30-40 ans souvent. Donc qui ne sont même pas rouverts à Q5 ou à Q10, on ne sait pas, non, qui sont plus ouverts. Et qui sont relativement accessibles si on faisait une levée d'eau. Donc l'esprit Castor, le génie du Castor, il est là. Il y a un cours d'eau très rapide avec des chasses de crues qui est inhabitable pour le Castor, dans lequel il ne peut pas travailler à amplifier l'espace de son habitat. Il va monter une structure pour lever l'eau et pour ouvrir des secondaires qui vont courir plus doucement dans la ripisylve, sur les terrasses, qui vont lui permettre d'accéder à des ressources. Mais comme il fait ça depuis 8 millions d'années, en fait, ça génère toute une série d'effets très positifs pour les habitats. Et ça génère des effets de stockage d'eau qui sont colossaux, parce que ça nous permet d'infiltrer de l'eau dans les terrasses. Et ça génère des effets intéressants aussi en termes de crues, parce que sur les petites et moyennes crues, tout simplement, on a de la largeur qui va évaser la vague de crue et qui va dissiper son énergie sur les espaces latéraux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on explore le site et on cherche, si vous voulez, ça ressemble un peu à ça là.
Vous voyez, c'est ça qu'on cherche. Ça, là, il y a un tout petit point bas, et on appelle ça un chenal fantôme. Et si ce chenal fantôme, il n'est pas trop loin du cours principal, on va imaginer à quel endroit localiser une structure pour remettre de l'eau dans ces secondaires. Là, vous les voyez, on en a réouvert deux. L'un fait 130 mètres de long et l'autre fait 160 mètres de long. Donc on a reconstitué ces deux rivières latérales avec tous les effets de stockage d'eau dans l'éponge qui constitue la berge. Et ça, c'est vraiment une logique castor. C'est-à-dire, si on monte quelques kilomètres plus haut et que je vous amène voir le site du castor sur l'amont de la Véor, il a construit un ouvrage sur un tout petit endroit qui est spectaculaire parce que exactement à cet ouvrage, il y a un chenal secondaire qui s'ouvre et qui permet de remettre de l'eau très loin dans la terre. Donc d'abord, on trouve ces endroits. Une fois qu'on a trouvé ces endroits, on imagine comment lever une structure qui va permettre de produire tous ces effets. Et donc, comment on travaille sur les trois maladies dont j'ai parlé? Ben, on avait une rivière incisée. La structure castor, elle va stocker du sédiment apporté par la rivière et elle va permettre une aggradation du matelas alluvial qui va permettre, là, sur toute la longueur des eaux ralenties, eh ben, de relever le lit et de remonter la rivière à un plus haut niveau. Ça, c'est l'effet principal sur l'incision. Sur la déconnexion, ben, vous voyez, l'effet il est très clair. On avait une rivière complètement déconnectée, etc. C'est de l'hydrosystème. Ici, on a reconnecté. Dans les cas classiques, même reconnecter une rivière, le flux avec les terrasses alluviales à Q2, on va considérer que c'est intéressant. Nous, avec Cédric, on aime bien reconnecter à base flow toute l'année, le plus longtemps possible. Parce que on est vraiment travaillé par cette idée que, et on l'a vu, hein, j'ai amené Cédric sur le site Castor vendredi dernier, c'était assez saisissant. Les castors, ils reconnectent la plaine alluviale et le lit mineur toute l'année, en rouvrant des secondaires. On était sur un site là en Drôme et c'était assez émouvant parce que je montrais à Cédric des choses qu'on avait fait. C'est-à-dire, et c'est le castor qui va, pareil, il arrive là, il voit le potentiel secondaire sec, hop, il monte une structure exactement à l'endroit optimal d'un point de vue hydromorpho pour ouvrir le secondaire ici. C'était assez saisissant. Et donc, à ce moment-là, on lève la structure avec des techniques castor parce que, c'est pas pour le plaisir de s'inspirer d'un rongeur, c'est parce que 8 millions d'années d'expérience des crues, ça fait une sorte de génie dans l'usage du matériau naturel pour générer de la robustesse. Et donc, de fait, on s'en rend compte, hein, à chaque fois qu'on a nos logiques d'humains, nos ouvrages, ils sautent. Et à chaque fois qu'on repasse, qu'on s'impose l'ascèse de se mettre en logique castor, les ouvrages, ils ont tendance à tenir beaucoup mieux, quoi. Par exemple, nous, on est des humains, on croit au poids, on croit à la masse. Donc, on a tendance à vouloir mettre du gros bois lourd sur les ouvrages pour les faire tenir. Mais en fait, la crue, ça la fait rire. La crue n'est pas au courant du concept de poids parce que ça flotte par définition. Et donc, régulièrement, ce qu'on voit dans nos ouvrages, c'est que le gros bois qu'on a mis en humain pour bien essayer de s'opposer à la crue, il se volatilise au moment de la crue. Et en dessous, on a quoi? On a le bois pas plus gros que ça, qu'on a tressé comme les castors. Tressé, fourré, entremêlé, générer une matrice de fibres de carbone qui va créer une robustesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand vous mettez du poids, la crue, elle pousse, elle soulève, elle enlève. Quand vous faites d'un nœud, la crue, elle pousse, elle serre le nœud. Et elle pousse et elle resserre le nœud. Et elle resserre le nœud indéfiniment. Et donc, ça nous fait des structures qui sont construites sur ce principe de la matrice tressée, tissée, pour pouvoir écarter le flux. Troisièmement, vous vous souvenez, troisième maladie, la simplification, homogénéisation des types de flux et des rapports vitesse-substrat. Ben, regardez là par rapport à en bas, quoi. L'extraordinaire diversité de types de flux, ça devient même très difficile à lire pour nous. Là-bas, on a des rivières, on a un bout de rivière qui fait du up valley flow, c'est-à-dire elle remonte vers l'amont sur 4 mètres. Vous voyez les percolations, vous voyez les eaux rapides, les interfaces eau-lente-eau rapide, les effets d'oxygénation, l'infiltration sous l'ouvrage, la remontée derrière l'ouvrage. Et ça, eh ben, on a toutes les raisons de penser. Il y a des données scientifiques là-dessus, même si ce n'est pas suffisant, on va dire, pour apporter des preuves formelles. Mais pour le dire simplement, la vie des fonds de vallée, depuis 8 millions d'années dans l'hémisphère nord, elle habite dans cette diversité de milieux. Donc on a toutes les raisons de penser qu'en fait on va façonner de l'habitat et ça va revenir à différentes vitesses. Donc voilà, quand c'est simplifié, on complexifie, on enrichit.
Quand c'est incisé, on permet la gradation en amont des ouvrages. Quand c'est déconnecté, on reconnecte par une levée d'eau qui réouvre des chenaux fantômes, qui ressuscite des bras morts. En termes d'entretien, vous avez une fréquence pour surveiller les sites? Ouais. Alors, fréquence pour les suivre assez souvent, que ce soit Baptiste, nos équipes ou moi, on y passe souvent. Entretien, jusqu'à la crue, on n'a pas fait grand-chose, quasiment rien. Et donc la crue, un an après les premiers aménagements. Du coup, on peut penser que même à la prochaine crue similaire, les ouvrages vont encore mieux réagir, ou en tout cas moins être modifiés. Et même s'ils le sont, c'est pas très grave. Au contraire, on aura activé justement les processus, c'est ce qu'on a recherché. Et c'est plus après, c'est pas tant en termes d'entretien, c'est en termes d'optimisation des aménagements et de ce qu'on a créé. Et en allant voir justement les sites Castor, les vrais sites Castor vendredi, il y a quelque chose de flagrant qui nous a apparu, c'est de travailler sur les secondaires et de continuer à ralentir au silo sur les secondaires. Nous, aujourd'hui, nos secondaires, ça file, quoi. Ça réacte. Bah, alors, pour le moment, c'est en train de former une rivière, un bras secondaire, c'est en train de le former. Mais certainement, si on veut encore optimiser les effets de ralentissement, de complexification, d'infiltration, on va travailler sur les secondaires et refabriquer les petits ouvrages sur les secondaires. Ouais, c'est ça qui est vraiment saisissant quand on voit les sites Castor. Et puis c'est intéressant parce que la veille avec Cédric, on a discuté aussi avec des techniciens de rivière, des gens qui ont des projets de restauration parfois lourdes sur des cours d'eau. Et ce qui était fascinant dans la discussion, c'est qu'à un moment, il y en a une qui a révélé le poteau rose en disant « mais en fait, je pourrais faire ça, je pourrais faire passer les tractopelles pour recréer une rivière et refermer l'autre en remblai. Mais en fait, qui je suis pour prendre des décisions aussi impactantes et déterminer ce que la rivière va, ce à quoi la rivière va ressembler. Et en fait, c'est vrai, quand on est humain, même avec tout le bagage en hydromorphologie, en éco-hydrologie qu'on a, quand il faut prendre une décision d'impacter le milieu, c'est pas complètement évident. Et ce qui est un peu, moi, là, je me suis rendu compte de ce qui était vraiment confortable, moi, dans l'approche qu'on m'a enseignée et que j'essaie de porter ici en France, c'est qu'en fait, nous, on arrive et on se dit pas qu'est-ce que je vais faire moi en humain, on se dit qu'est-ce que ferait un castor. Alors, bien évidemment, c'est pas une autorité absolue, ça veut pas dire que il faut faire ça quoi qu'il arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, il a façonné des milieux qui ont disparu, donc en fait, on recrée une diversité qui n'était plus là. Et que très souvent, on a des effets très intéressants d'enrichissement, de complexification. Et ce qu'on voit très nettement chez les castors, c'est cette dimension c'est d'aller chercher tout le gradient des vitesses d'eau jusqu'à des eaux très lentes et en même temps d'aller chercher tout le gradient des vitesses de métamorphose du cours d'eau. Vous allez voir, là, c'est vraiment saisissant. Dans le lit principal, on a des vitesses de métamorphose du cours d'eau. Je parle en termes morphogènes, en termes hydromorphos qui sont les plus rapides par définition. Puis sur le secondaire, ça va se métamorphoser moins vite. Sur les sites qui a un an, on le voit très bien. Puis plus on s'éloigne, et plus le site, et vous allez voir, il est plus calme et on sent qu'il va beaucoup moins bouger en termes géo. Et en fait, les castors, ils vont explorer toutes ces possibilités. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on cherche à faire. Sur la question de l'entretien, donc la logique sur laquelle on bosse, on appelle ça la logique conversationnelle. C'est Kevin Swift qui porte ça. C'est pas du tout un projet où on imagine dans notre tête le truc, ou sur une carte, on vient ponctuellement, on le fait une fois au tractopelle et puis on s'en va, on revient plus. Il y a vraiment cette idée d'accompagner le site. Ça veut dire qu'il faut trouver aussi les formats administratifs qui permettent de le faire, parce que c'est pas toujours évident. Et nous, en fait, on considère qu'on laisse la rivière faire le travail de sa propre guérison. Et donc, la nature de notre travail, nous, c'est de faire des amorces pour activer des processus. Et ça, c'est une architecture disparaissante. C'est une architecture qui a pour vocation de disparaître sous l'effet des processus qu'elle veut activer. C'est vraiment très étrange pour les humains. Nous, normalement, on ne fait pas ça. Enfin, normalement, quand on fait de la structure, elle est là pour durer et elle est là pour s'imposer au processus naturel, pour y résister. Nous, on veut, au contraire, vous allez voir, il y a des structures, celle-là, à terme, elle va disparaître. Et tout, en fait, à terme, va disparaître. L'intérêt, c'est que ça ait suffisamment vécu pour ramorcer des processus qui n'auraient jamais pu se réactiver sans ça. Et finalement, c'est ça la nature de l'entretien. C'est que c'est de la conversation. Nous, on a proposé une amorce. On lui a dit, est-ce que ça t'intéresse ici d'avoir un ouvrage castor pour réouvrir des chenaux secondaires? Et là, on a eu la réponse du dragon, parce qu'en crue, on est passé à 10 mètres cubes secondes. Et la réponse du dragon, ça a été, votre première structure, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et par contre, la complexification du site avec la réouverture des chenaux secondaires, j'adore. Je le garde, je l'amplifie. Elle nous l'a amplifié. Vous voyez, ici, on avait un ruisselet dans les secondaires quand on a travaillé.
Moi, j'étais là le jour de la crue. Ben, vous voyez ce qu'on a maintenant dans le secondaire. On a vraiment 2 rivières latérales. Et en réponse à son amplification de notre proposition, ben nous, on a simplement comment dire, conservé ce qu'elle avait proposé et on a réagi à des fragilisations qu'elle avait générées par ailleurs. Et donc, ça, pour moi, c'est pas un point noir, mais c'est structurel à l'approche. Si on ne peut pas suivre, moi, c'est particulier. Moi, je suis là tous les 2 jours quasiment. Mais on n'est pas obligé de venir tous les 2 ans. Kevin Swift, je crois qu'il vient une fois par an sur chacun de ses sites. Ça fait partie du travail. Ici, on vient beaucoup parce que c'est le site pilote en France, c'est un site expérimental, parce qu'on apprend. Ce site nous apprend énormément. À chaque fois qu'on revient, à chaque fois qu'il y a un coup d'eau, on apprend des choses. Mais ça fait partie de cette approche de pouvoir maintenir une relation avec le cours d'eau. Est-ce qu'il y a eu un suivi, par exemple de l'érosion? Est-ce qu'il y a eu une instrumentation pour suivre les nappes par ailleurs? Instrumentation, alors très rapide, alors c'est pareil, hein, le premier module, on s'est lancé, on a un peu bousculé la DDT et l'OFB, et rapidement avec eux, on a décidé d'un petit protocole de suivi. Alors très simple, hein, l'OFB prenait en charge une page d'inventaire, mais sur le site de la Lierne, qui est le même site finalement, mais sur les premiers modules. Pêche d'inventaire, suivi morphologique, profil en long, profil en travers. Et nous, on prenait en charge la pose d'un piezo. Parce que, alors surprenant oui et non, mais en tout cas, ils étaient très focus sur les effets sur la nappe et sur la remontée de nappe. Donc, on a installé un piezo. Après, on a complété ici, dans le cadre de la formation, par un suivi IBG, un état des lieux IBG, physico-chimie. Et on est toujours en discussion avec l'OFB pour du télédépistage, marquage d'individus, parce qu'en fait la pêche d'inventaire, elle va pas nous... Et c'est la question, est-ce que les poissons circulent d'amont en aval sur un ouvrage? Et si on ne fait pas de télédépistage, marquage, on ne le saura pas, même s'il y a des études qui existent par ailleurs, notamment celles qu'on a entendues hier en Suisse. On parle d'érosion, de dépôt, est-ce qu'il y a eu un suivi, une instrumentation pour suivre le fond du niveau du lit? Alors visuel, photographique, on va bricoler parce qu'on a retrouvé des photos au tout début, notamment sur un site où on voit qu'on a corrigé quasiment l'incision déjà de potentiellement plus d'1 mètre. Après c'est du suivi visuel et c'est la morpho, le suivi morpho avec les profils en travers, profils en long. Mais pour le moment on l'a fait que sur la Lierne, donc ça passe sur tout le linéaire. Et après ici par contre on a une station de mesure de débit sur le pont des Faucons là, permanente, donc on a aussi un suivi débit. Au niveau des élus, de la structure, comment l'opération leur a été présentée? Comment ils suivent ça? Alors, il y a plutôt un certain enthousiasme autour de la question. On a organisé une visite élue dans le cadre de la semaine de l'eau organisée par l'AGLO. On a quelques élus du territoire qui sont venus, qui ont été emballés, ils veulent tous leur ouvrage castor sur leur rivière. C'est là où on a été obligé, j'en reviens, de mettre un peu le bémol, on disait attention, on ne le fait pas n'importe où, il faut s'appuyer quand même sur un état des lieux, un diagnostic assez approfondi, c'est-à-dire quelle est la maladie, qu'est-ce qu'on veut soigner, est-ce qu'on la soigne en faisant des aménagements low-tech. On a eu l'élu de la commune de Chaveuil qui était là et qui a été aussi enthousiasmé, qui est prêcheur. Et normalement, moi c'est prévu, fin juin, on va faire des aménagements castor carrément dans la traversée dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Donc ça sera les tout petits parce qu'on va juste réactiver des banquettes. Voilà, des marges latérales alluvionnaires, des ouvrages de 50 cm de haut, ça va suffire. Ce sera des petits aménagements, mais en tout cas, ça va être dans un centre-ville très exposé à la vue de tous. Donc c'est intéressant aussi. Le côté pédagogique, en fait. Le côté pédagogique qui va être intéressant. Là, concrètement, l'ouvrage qu'on voit derrière, vous avez d'abord créé un ouvrage en travers de la rivière, puis vous avez fait évoluer la structure en le faisant remonter pour alimenter au fur et à mesure les chenaux secondaires. Ouais, c'est ça. L'histoire, c'est qu'à l'origine, donc là, on était sur la berge. La berge, elle s'arrêtait au coin, là. Donc tout ça, il n'y avait pas d'eau, et vraiment pas d'eau, c'est-à-dire que le cours d'eau, il était encore 80 cm en dessous. Il y avait un limouillé, quoi, de 4 mètres, quoi. Ouais. Comme en dessous, hein, même pas, ouais, 3,50, ouais. Comme en dessous. Et donc, oui, c'est vraiment dur à imaginer. Donc là, vous voyez, là, on était à pied sec. Et le cours d'eau, il était même pas... Là, la nappe d'eau est rehaussée encore. La hauteur du cours d'eau, vous la voyez dans la... Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'ouvrage secondaire. C'est là que vous avez à peu près la hauteur du matelas alluvial avant qu'on travaille.
Donc ici, elle était en plongée. On a monté cette structure. Cette structure, elle avait vraiment pour vocation d'ouvrir ce chenal secondaire. Et on avait ça d'eau dedans, quoi. Et pendant 15 jours, ça coulait. Et d'ailleurs, c'était assez intriguant. J'ai rameuté les troupes, j'ai appelé des hydromorphologues en Utah, aux États-Unis, pour essayer de comprendre. On avait le secondaire qui partait, on avait 10 litres seconde, 10 et 30 litres seconde. Et en fait, au milieu de la terrasse, elle plongeait et elle disparaissait. Pendant 15 jours. Donc on a calculé, ça fait des ordres de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'eau remis dans la nappe. Là, quand on veut traverser, on est là, quoi. Hein. Et je pense que ça a même déposé un petit peu, donc on doit être... Et c'est ça aussi que ça veut dire amorce, c'est-à-dire que la structure telle que vous la voyez, ce n'est pas celle qu'on a construite. Nous, on a construit une amorce et là, c'est un partenariat avec la crue. Aussi bien en termes de dépôt sédimentaire sur la base de l'ouvrage, là, c'est pas le plus net pour des raisons complexes de flux, mais même, vous voyez le bois, cet effet très naturel là. C'est lié au fait que là, c'est vraiment la crue qui dépose et qui va colmater notre ouvrage, donc elle amplifie notre effet. Quand elle n'arrache pas notre effet, elle amplifie notre effet. Vous avez fiché des pieux en travers quand même? Alors, c'est une des techniques qui existe et Kevin, avec qui on travaille, il a tendance à pas mal l'utiliser parce que Kevin, il travaille vraiment sur de la réplicabilité, c'est-à-dire il va faire 90 structures sur un site, donc il veut aller très vite sur chaque structure. Nous, on essaie cette technique. On l'a peut-être fait, on a peut-être mis quelques pieux ici, mais en vérité, c'est pas celle qui nous intéresse le plus, parce que nous, lui, il est dans des grands espaces avec des dizaines de kilomètres de cours d'eau et avec des gros effets d'incision. Et puis, il n'a pas trop à contrôler les effets de chaque structure. Nous, on est à un autre moment du processus. On est au début, on est sur des projets pilotes. Il faut vraiment qu'on puisse en parler. Il faut qu'on soit prudent, intelligent, délicat. Et donc nous on aime bien aller jusqu'au bout de la logique, et ça c'est l'idée de Joe Wheaton, c'est on fait des structures en mimant le castor jusqu'au bout, et donc souvent on met même pas de pieux. Okay. Et comme on met pas de pieux, c'est plus de travail, mais à la fin eh ben, ça fait des structures qui mangent les crues et qui traversent les crues de manière incroyable. Vous allez voir, on a des structures donc c'est déposé imbriqué simplement, c'est déposé en surface. Alors ouais, la construction, tu as raison, c'est vrai que ça peut avoir l'air un peu abstrait, surtout que là on voit pas comment ça marche. Donc premier principe castor, nous quand on veut arrêter un flux, on met un bout de bois perpendiculairement au flux. Toute la surface de l'arbre prend la puissance et c'est arraché par la crue. Le coup de génie du castor sur 8 millions d'années d'expérience, c'est de mettre le bois parallèlement au flux. De telle manière que la zone où la crue peut pousser, c'est juste la section, donc elle est beaucoup plus faible, et qu'il y a toute cette zone qui génère un effet de renforcement et un effet de ralentissement. Et ça, c'est à nouveau un des effets très spectaculaires de différence fondamentale avec un barrage, c'est que nous, on ne produit pas du tout d'effet de barrage. Il y a toute la colonne d'eau qui passe dans un ouvrage. Simplement, elle passe au ralenti. Et ça, c'est le coup de génie du castor. Si vous mettez ça, l'eau, elle tape et puis elle cascade. Si vous mettez le bois dans l'eau, en fait, il va conduire chaque goutte d'eau. Et comme la rugosité de l'écorce est supérieure à la rugosité des particules d'eau une à une, eh ben, il va accompagner l'eau au ralenti. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de ralentir l'eau, d'augmenter le temps de résidence de l'eau, de manière à faire des levées d'eau, mais sans jamais s'opposer frontalement à la rivière, ce qui l'amènerait à gagner systématiquement à la fin, parce qu'il n'y a aucun doute, elle travaille toute la journée, toute la nuit, et on ne fait pas le poids. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, comme les castors, on coupe en biseau pour avoir une pointe. Ensuite, souvent, on va planter dans le cours d'eau, dans les berges ou dans le matelas alluvial, on a la rivière. On fait une première couche comme ça, bien calée au sol. Tac, 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 tac. Là-dessus, on vient déposer une couche de sédiments, que ce soit de la terre ou du gravier, en fonction de toute une série de paramètres. Puis on fait une lasagne. Et ensuite, là-dedans, on va, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va tresser. C'est ça à la fin qui tient. Hop, on arrive, et là, hop, on tresse comme ça, tac. Puis ensuite, on met celle-là dessus, dessous. Dessus, dessous. On est là, en tête d'ouvrage, et on fait ça. Tchac, tchac, dessus, dessous. Ensuite, on remet une couche de sédiment. Et le principe, c'est qu'on met tout le temps le houppier avec son végétal face au flux. De manière à ce que ça ralentisse le flux, ça génère des effets d'imperméabilité. Et ensuite, hop, on met une couche de sédiment là-dessus, tac, qui fait que ça tient, et que notre tissage est renforcé
par l'apport sédimentaire. Là, je dis deux mots sur ce site parce qu'il est clé pour nous. Avec Cédric, c'est le premier site sur lequel on a construit et sur lequel on a imaginé le design minimal. On appelle ça un module. Et un module est composé de plusieurs structures. C'est pour ça que pour nous, on n'est pas du tout dans la proposition de faire des ouvrages Castor. On fait des complexes. Un ouvrage, ça ne sert à rien, ça ne fait rien. Si ça fait des petits effets, mais c'est absolument pas décisif. Il faut penser en termes de synergie des structures. Et donc le module minimal pour nous, c'est 4 ou 5 structures. Qu'est-ce qu'on veut mimer? On veut mimer deux grandes forces qui ont disparu dans les rivières. La force du végétal qui est là depuis des centaines de millions d'années, qui, dans les cycles de vie et de mort des ripisylves, tombe dans l'eau, génère des effets de ralentissement, des effets d'habitat qui sont colossaux, sur lesquels souvent les castors viennent s'insérer pour amplifier les embâcles et en faire des ouvrages. Et la deuxième force qui est la force castor. Pourquoi ces deux forces nous intéressent? On a un cours d'eau qui est profondément incisé et dans lequel le sédiment s'échappe à l'aval systématiquement. D'abord, on va monter des ouvrages castor, comme on l'a vu, qui vont être capables de capturer le sédiment. Mais quel sédiment? Si la rivière elle est affamée sédimentairement, à l'amont, eh ben, on va l'aider à prendre du sédiment. Et pour ça, on va mimer la force de la forêt, la force des embâcles, en construisant des structures qu'on appelle des manches-berges, qui sont des styles d'épis érosifs, avec une sorte de porc-épic vers l'amont qui va capturer le bois. Donc elles vont recruter leur propre bois pour s'amplifier, et qui sont construites de manière à aller chercher latéralement du sédiment, de manière à, plutôt que se manger verticalement et s'inciser, se manger latéralement du sédiment, le restituer à la rivière qui va se déposer dans les ouvrages pour faciliter le travail d'aggradation générale du matelas alluvial. Et donc ben voilà, là c'est ça qui a eu lieu. En fait maintenant c'est méconnaissable le site. Avant ici il y avait un mur, de sédiment. Et ben voilà, Cédric, si tu veux décrire un peu les effets maintenant. Donc on a fait deux épis en fait. Il y a le premier ici qui est envoyé rive droite. On avait trouvé une zone potentiellement intéressante pour créer une érosion. Juste en amont, qui a disparu, mais c'est pas très grave, il a produit aussi des effets, on le verra. Alors au départ, on cherchait à ce qu'il produise des effets en rive gauche, mais il a produit plutôt des effets en rive droite, il a recréé un mini méandre. Ce qui est super intéressant, c'est que, alors effectivement, on n'a pas fait de suivi à la pige. Par contre, j'ai retrouvé des photos au moment où on installe les ouvrages, et notamment une photo avec Brice, notre pige, qui fait 1m92, où il a encore plus d'1 mètre sur la tête avant de voir 1m50, avant d'avoir la terrasse là-haut. Et surtout, on avait toute une couche sédimentaire sous la couche marneuse de gravier qui faisait 1 mètre. Donc là, on pense que le lit s'est réaggradé, rehaussé d'au moins 1 mètre. Du coup, il s'est... Alors, rehaussement du lit, mais aussi élargissement de la bande active du cours d'eau. On voit le cours d'eau, là, pareil, il faisait 2-3 mètres. Là, ça y est, il est proche des 10 mètres. Avec des faciès aussi dans le lit, des habitats des faciès relativement variés, avec des accélérations, des profonds, des dépôts, des radiers, on a quasiment tout. Et certainement l'embâcle aussi qui joue, l'épi qui joue lui aussi, qui est aussi un habitat pour la rivière. Au niveau technique? Au niveau technique, très simple et rapide, on a planté des pieux. Alors, à l'époque, on n'avait même pas l'enfonce pieu thermique avec une cloche manuelle de battage. Mais l'idée, alors dans le temps, quand on faisait des épis, on faisait des épis qui ne voulaient pas bouger, mais même en génie végétal, c'était des épis fixes. On battait les pieux à la mini-pelle, on ligaturait et tout. Là, l'idée, c'est on le plante au maxi manuellement. On sait que ça ne va potentiellement pas résister. Mais c'est pas très grave, toujours pareil. L'idée, c'est d'activer des processus. Et là, en l'occurrence, les processus d'érosion latérale. Et ça l'a parfaitement joué le rôle. Ils ont joué parfaitement leur rôle. Du coup, aujourd'hui, on s'interroge d'aller travailler un peu plus en amont aussi, de poursuivre. Voilà, c'est. Ouais, des manches-berges, beaucoup. Beaucoup de manches-berges, ouais, parce qu'il y a des enjeux d'affamage sédimentaire tout le long du linéaire. Et parce qu'on se rend compte dans le dialogue avec les crues que en fait les pouvoirs morphogènes de la rivière, ils ont vraiment finalement on stabilise beaucoup des zones quand on génère nos structures. Et les structures castor, c'est des endroits qui bougent le moins au moment des crues, parce que précisément comme on évase la vague de crue, elle transforme moins. Et finalement, c'est très intéressant. Les effets qu'on est capable de produire avec les manches-berges en dialogue avec les crues, ils sont très intéressants. Et puis ils sont surtout en synergie avec ce qui se passe en aval.
comme tu le rappelais, enfin, il y a des zones où il n'y a pas beaucoup de transit sédimentaire. Donc en fait, la question ici, c'est d'aller chercher des sédiments là où il y en a. Ouais. Et l'histoire, en fait, qu'on n'ait plus beaucoup de sédiments, il y a plusieurs raisons, notamment la modification du paysage. Ouais. Je peux juste en parler en 2 secondes. Je parle ici de ce qui a été changé au niveau du paysage et qui expliquerait une partie de ces choses-là. Donc ici, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est juste en sortie de Vercors. On est des zones qui étaient très pâturées, avec beaucoup de force érosive jusque dans les années 1850. Puis la loi de restauration des terrains de montagne à partir des années 1862-64 a généré un plan colossal de réenforestation, ici beaucoup avec du pin noir d'Autriche. Ce qui fait qu'en quelques décennies, on est passé d'un trop-plein sédimentaire à un affamage sédimentaire. Donc on hérite de ces déséquilibres sédimentaires, nous, dans ces structures-là. Moi, j'ai le sentiment aussi très nettement que la force qui, au XXe siècle, a gouverné les problèmes sédimentaires ici, c'est le corsetage, c'est-à-dire c'est la stabilisation des berges. Et donc, nous, on travaille dans des endroits dans lesquels, si vous voulez, la stabilisation des berges, c'était une obsession quand on voulait complètement dominer la rivière et augmenter l'usage des terres pour l'agriculture et les types d'agriculture qu'on faisait. Mais en fait, l'agenda des priorités, il se métamorphose avec le temps. Quand on arrive au changement climatique, face au changement climatique, et qu'on a des gros enjeux de sécheresse et d'inondation, vous voyez bien la nouvelle approche de gestion naturelle des crues. Mais c'est des terres qu'on a prises à la rivière et maintenant on se dit, est-ce que ce serait pas plus économique de les lui rendre pour qu'il y ait de la gestion naturelle de crues, parce que les endiguements, ils sont pas à la hauteur des nouveaux régimes pluviométriques qui arrivent. Pour moi, l'originalité ici, c'est que il ne s'agit pas de revenir au passé, il s'agit de faire face au futur et de dire si on restitue de la vitalité à la rivière, qu'est-ce qu'elle peut aussi faire pour nous. Et donc sur les enjeux de sécheresse, c'est pour ça qu'on travaille pas seulement dans le lit mineur, mais qu'on s'élargit au lit moyen. Ça, c'est vraiment une originalité par rapport à la restauration classique, qui est souvent coincée lit mineur, parce qu'il y a tellement d'enjeux et de conflits d'usage par ailleurs que c'est très difficile d'en sortir. Et l'autre originalité, c'est dès l'instant où on se donne la place, parce que la société a changé son agenda de priorité, et ben là, on change le logiciel. On n'a plus besoin de stabiliser tout. On restitue de l'espace de processus à la rivière, et comme on travaille à information incomplète scientifiquement, on ne va pas contrôler où elle va, où est-ce qu'elle fait son méandre, surstabiliser le méandre avec ou bien des blocs ou bien du génie végétal. On la laisse déterminer la forme qu'elle va prendre dans cet espace qui, lui, est relativement sécurisé. Et ça va nous permettre de faire des structures qui sont plus obsédées par la durabilité, mais qui, au contraire, sont des activateurs de processus qui sont là pour disparaître, pour évoluer. Et c'est ça qui, en fait, si vous ne faites pas bouger l'espace, si vous ne prenez pas de l'espace, vous ne pouvez rien faire, parce que même si vous faites un cours d'eau d'allure plus naturelle, il va falloir le surstabiliser, parce qu'il y a des enjeux sociaux et politiques derrière. La possibilité de changer le logiciel philosophique en se disant c'est les processus qui déterminent la forme à la fin, on n'a pas à tout stabiliser, on est en dialogue avec la rivière, c'est une conversation. Tout ça n'est possible que parce qu'on lui a donné de l'espace de processus. C'est la première règle de la santé des milieux rivières. Les rivières ont besoin d'espace. Et pendant un siècle, on n'a pas pu leur en donner parce que les enjeux économiques d'usage de la terre dominaient totalement. Maintenant, on rentre dans un autre siècle où la déprise rurale, vous voyez, là c'est à cause de la déprise agricole. Ces terres-là, elles sont plus rentables d'un point de vue agricole. Et ben en fait, on peut les rendre à la rivière et on a les effets qui nous intéressent. Et donc il y a aussi un concept de low-tech, low-carbone. Ouais, pour moi, c'est presque la dimension clé. À l'origine de ça, c'est des modélisations faites par ces chercheurs américains qui se sont rendus compte que le coût en dollars et en pétrole pour restaurer une fraction du linéaire américain était colossal chaque année. C'était complètement disproportionné. Dans un monde où il faut mettre fin à l'usage des énergies carbonées, le coût carbone de la restauration ne faisait plus sens. Et simultanément, c'est le travail de Zillick et Clossier en 2009. Il y a ces premières approches qui se sont dit mais en fait, il y a une énergie active dans la rivière. Tout ce que vous mettez en pétrole, et ben en fait, la rivière, elle le fait. Elle a ses effets morphogènes, la photosynthèse, elle le fait. Et donc, ça a poussé cette logique. On essaie de nous, on n'utilise pas de machines à pétrole. Le seul endroit où, dans ce genre d'approche, on se donne le droit de les utiliser, c'est quand on fait de l'ingénierie soustractive. Parce que souvent, il n'y a qu'avec une excavatrice qu'on peut enlever ce qu'une excavatrice a fait. Mais ensuite, quand on a, par exemple, désendigué à l'excavatrice, là, on ne va plus reconstruire à l'excavatrice. Après, voilà, c'est possible dans certains milieux. Il y a des milieux dans lesquels cette méthode n'a pas pour but de supplanter toutes les autres méthodes. Elle vient s'ajouter à la boîte à outils. Il y a toute une série de milieux dans lesquels Cédric ne peut pas bosser sans tractopelle parce que
Mais vous voyez bien à quoi ressemble la France aujourd'hui, quoi. Donc je vous apprends rien du tout là-dessus. Ici, on est dans des interstices. Mais en fait, on croit qu'ils n'existent pas si on n'a pas l'approche. Et dès qu'on a l'approche, en fait, on voit que ces milieux, il y en a partout. Avec Cédric, maintenant, on se balade partout. En fait, des milieux comme ça, il y en a partout. Il y en a un très grand nombre. La quantité de travail qu'on aurait pour revitaliser des rivières, avec ce genre de méthode, elle est colossale. Simplement, on les voyait pas parce que ces milieux-là, quand on passait dessus avant, on se disait, on peut rien faire. Enfin, on voit pas quoi faire, quoi. Et tu parlais d'amnésie environnementale. En fait, on avait l'impression que c'était une rivière. Là, le point clé, c'est vraiment nous, on hérite d'un imaginaire dans lequel une rivière vivante, une rivière en pleine santé, elle a un seul chenal. Mais c'est parce qu'en fait, ça vient beaucoup, par exemple, des peintres, des peintures de rivières. Mais souvenez-vous qu'on a commencé à peindre les rivières après avoir éradiqué les castors. De la même manière qu'on a inventé les sciences de la rivière, l'hydromorphologie, l'éco-hydrologie, après avoir éradiqué les castors. Qu'est-ce qui se passe quand vous inventez une science d'un monde que vous avez déjà vidé de ses forces actives? Ça fige l'image. Et donc, on a toutes les raisons de penser qu'il y avait énormément de castors dans l'hémisphère nord en France avant qu'on fasse des gros travaux d'éradication. Les modélisations au Mésolithique, souvenez-vous, 50 fois plus de castors en Europe que d'humains. 50 fois plus de castors que d'humains. Entre 300 000 et 3 millions de castors à la louche. Et les rivières façonnées par les castors sont spontanément multichenalisées. Les rivières avec beaucoup de bois dans l'eau font beaucoup de multichenaux. Et donc, il y a des raisons d'aller rechercher ces faciès dans tous les endroits où on peut. Tu parlais de la différence tellement entre l'effet des bois morts et l'effet du castor par rapport à ces multichenaux et leur mise en eau. Ça, c'est pas complètement stabilisé scientifiquement, mais c'est quelque chose qui semble assez robuste. Il y a une très grande originalité. Il y a des gens qui disent on pourrait simplement remettre du bois dans l'eau, on va pas non plus faire des ouvrages de castor. Le bois dans l'eau, les embâcles sont souvent capables de réouvrir des chenaux secondaires à hautes eaux. Il semblerait qu'il y a une seule force dans l'hémisphère nord qui soit capable de maintenir des chenaux secondaires ouverts toute l'année, ou très longtemps dans l'année, 11 mois par an, 10 mois par an, c'est les ouvrages castor. Pourquoi? Parce que souvent les ouvrages castor s'appuient sur un embâcle naturel, et leur logique c'est de le fourrer. Nous d'ailleurs on fait ça régulièrement. Quand on fait un ouvrage, souvent on mime toutes les forces. C'est-à-dire on va mimer un chablis, on va recruter un arbre par exemple, on va mimer la rivière qui va manger la berge, qui fait tomber cet arbre, elle le fait tomber hop, tête à l'amont dans le cours d'eau. Ensuite on mime un embâcle, on mime du dépôt de bois dans le houppier. Et ensuite on mime le castor qui vient fourrer l'embâcle. Et donc quand le castor fourre l'embâcle, il est capable de maintenir ouvert des chenaux secondaires toute l'année. Et ça fait un faciès de rivière quasiment unique. Et c'est pour ça que ça a du sens de les valoriser ici. Par rapport au pétrole, ce que tu nous avais expliqué aussi, c'est que là tout de suite c'est des ouvrages bois qui sont mobiles, que demain si on n'a plus de pétrole, va détruire les ouvrages béton, exactement, les gros ouvrages par rapport à... Ouais, ça c'est très beau, c'est une phrase de Joe Wheaton qui dit c'est irresponsable de construire au pétrole et au béton aujourd'hui dans les rivières des choses que les générations suivantes qui n'auront plus le même accès aux énergies carbonées ne pourront pas défaire. Il y a une vision stratégique aussi. Au début, je vous ai décrit rapidement le territoire avec la zone des contreforts du Vercors naturel, dégradé en bas, et Piémont ici, qui est une bande très large et sur une vingtaine de kilomètres, hein, si on prend le bassin versant de la Véor. Et aujourd'hui, on commence à voir un peu des sons de cloche, des positions qui nous disent pourquoi restaurer les cours d'eau dans la plaine de Valence alors qu'il n'y aura plus d'eau dans 10 ans, quoi. Et là, moi, et ce que je mets en avant, le gros enjeu, c'est que là, on a une éponge, mais qui est immense à remettre en fonction, avec tous ces cours d'eau qui descendent du Vercors et qui aujourd'hui drainent en fait la zone de Piémont. Et aujourd'hui, c'est de réhydrater tout ce Piémont sur 20 km du nord au sud et 5-6 km de l'est à l'ouest. Et du coup, garantir des débits suffisants pour justifier ensuite des travaux de restauration un peu plus lourds sur la zone aval. Mais pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est un autre outil pour la régénération, restauration des cours d'eau. Mais même moi, je m'interroge, je me rappelle des premiers chantiers de restauration où on voulait absolument imposer le nouveau tracé, les nouveaux méandres dans le cours d'eau. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui coulait pas de source. Et du coup, maintenant, on s'interroge même sur des futurs projets de restauration plus lourds où effectivement, il faudra une excavatrice pour enlever les contraintes, de faire le minimum ensuite pour proposer peut-être un chemin conducteur, un tracé à la rivière, mais pas lui imposer des formes, que ce soit en travers ou en long, et plutôt activer les processus dans un second temps, alors basé sur des techniques low-tech. Ça, voilà, ça interroge. Ça,
Ça va donner du boulot aux gens qui font le cadastre aussi. Parce que les grands traits tout droit avec des belles parcelles carrées, et puis un double trait qui fait passer un bras de rivière, il va falloir en dessiner plusieurs. Après, elle fera sa vie. Et sur ce site-là, là tout de suite, on est sur un secteur Manche-Berge. Là, vous aviez prévu de recharger. Ouais. Si ça se recharge suffisamment, alors suffisamment, c'est jamais assez, j'imagine, dans ce domaine-là, mais en bas, est-ce que ça peut être envisagé de faire des ouvrages Castor sur ce secteur pour essayer d'agrandir, etc., remonter un Manche-Berge plus haut Complètement. Ça, c'est aussi très beau et très intriguant. Enfin, un peu, ça retourne le cerveau. Dans la logique architecturale, et on en discute pas mal avec Cédric, et il a trouvé une solution que je trouve hyper intelligente pour nommer ça. Qu'est-ce qui se passe? On a des structures dont on accepte qu'elles se transforment. Qu'elles se transforment sous l'effet de forces érosives destructrices. Donc, un humain classique, il dirait qu'elles se dégradent. Et donc, c'est compliqué quand on propose ça à des élus, à une commune. On fait des structures, mais c'est normal qu'elles se dégradent. Et en vérité, ce qui nous intrigue avec Cédric, c'est que quand on construit des choses, on peut imaginer ce Manche-Berge, en fait, vous pouvez l'imaginer comme une certaine étape d'évolution d'un ouvrage Castor. Imaginez un ouvrage Castor qui aurait été construit là sur un embâcle, il serait sur toute la largeur, la crue arrive, et très souvent, ce que fait la crue, c'est qu'elle arrache juste une extrémité de contournement. Donc en fait, en un sens, ça c'est comme si c'était un ouvrage Castor évolué niveau 1. Si jamais il évolue à un autre niveau, il peut arracher de l'autre côté. La crue peut arracher de l'autre côté. Et là, ça fait une structure qui est au milieu de la rivière. Et nous, ça, c'est des structures qu'on peut proposer. On appelle ça des middle channel. C'est des sortes d'embâcles qu'ils ont positionnés au centre du cours d'eau, comme on a fait sur le Charlet. Oui. Et donc, vous voyez, l'idée très étrange, c'est qu'en fait, les structures mutent les unes dans les autres. Un Manche-Berge peut devenir un ouvrage Castor peut devenir un Manche-Berge. Et en fait, chacune est une phase d'évolution de l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Et ça fait que le fait même qu'elles évoluent sous l'effet des forces qu'elles activent n'est pas négatif, c'est pas le signe d'un échec du projet. Pourquoi? Parce que si jamais on crée un ouvrage Castor et qu'il y a une crue qui arrache un côté, un élu pourrait dire mais attendez, vous m'avez vendu un barrage et puis maintenant j'ai autre chose. Mais en fait, cette autre chose, si ça maintient la complexité du milieu, c'est tout aussi intéressant. C'est pas on peut le reconstruire, mais c'est pas du tout nécessaire. Parce qu'on a cette idée, imaginez, pour vous faire l'analogie, imaginez un architecte qui propose dans son catalogue, dans une rue, pour les usagers, il va ici construire un banc, ici construire un banc avec le dossier cassé, ensuite un banc avec les pieds cassés, ensuite un banc avec une planche, et puis ensuite plus rien du tout. Il a ça dans son catalogue. Si c'était un architecte urbain, on lui ferait pas confiance. Pour la rivière, en fait, ça fait complètement sens, parce que les différents moments de la dégradation sont en fait des moments d'évolution qui produisent des effets d'enrichissement pour le milieu. Et en fait, on parle quasiment de nourrir la rivière en fait. Exactement. À la fois ça nourrit par les berges, ouais, et on nourrit avec le bois mort qui ouais, lui-même est un aliment. En fait. C'est une métaphore beaucoup utilisée par Joe Wheaton. Il dit on est dans des processus de médecine et actuellement, quand on a une rivière qui est un peu malade, on favorise la chirurgie. À la tractopelle, on arrive, on coupe. Nous, on a fait l'expérience il y a quelques jours, on était sur un site avec une rivière. Cédric et moi, on l'a regardé, elle ne me semblait pas du tout malade. Et le projet, c'était de ouvrir un secondaire à la tractopelle et de remblayer la rivière actuelle. Mais on était terrifiés avec Cédric. Et en fait, l'idée de cette approche, c'est de dire, nous, on n'est pas des chirurgiens, on est des infirmières. On commence par du soin. Moi, j'adore ce motif de l'infirmière, parce que ma mère est infirmière et j'adore ce métier, donc je suis un peu biaisé, mais je trouve que c'est très beau. Et c'est cette idée... on va pas commencer par couper à la tronçonneuse, à la tractopelle. On va commencer par faire un bon régime et des exercices. Donc un bon régime sédimentaire, un bon régime de bois, et puis on va lui permettre de s'exercer. Vous voyez ici, elle avait un faciès hyper homogène, là, hop, elle fait de l'exercice. Et puis ensuite, si jamais ça va pas, et ben là, on va faire des plâtres, on va faire des pansements. Et si vraiment c'est une catastrophe et qu'elle est en état de mort imminente, peut-être on fait de la chirurgie. Mais soyons mesurés. Et comme tu dis, ça dépend des sites. Bien sûr. Ça peut se faire, et les sites où la tracto sera nécessaire. Absolument. Et il faut juste... c'est un outil, ouais, parmi toute une gamme d'outils. C'est une approche parmi d'autres approches qui est pleinement pertinente et cohérente dans certains contextes et qui a aussi pour vocation, et soyons honnêtes, mais là c'est de troubler le paradigme dominant. Et c'est ce que raconte Cédric. Là, ici, on a pu travailler en low-tech, en low carbone, sans imposer de forme au cours d'eau.
Et ben, le but, c'est qu'à terme, dans d'autres projets où on avait la tendance spontanée d'imposer la forme à la tractopelle, on se dit, mais attendez, est-ce que c'est vraiment nécessaire là? Et cet effet de trouble, il est très important parce qu'en fait, il y a des habitudes qui ont été prises en restauration qui ont des obsessions de stabilisation et de contrôle qui viennent non pas des logiques de la restauration, mais des logiques de l'aménagement. Actuellement, on restaure les rivières avec les logiques qui les ont détruites. Donc, il y a un moment, si on peut troubler la dominance de ce paradigme, moi, je suis pour. Merci pour votre participation et de nous avoir fait visiter ce site. On va dans un an pour voir les résultats. Ouais.